Comment ça se passe quand on a des crypto-monnaies et qu'on veut en fait s'assurer qu'elles soient bien transmises à ses descendants, à sa conjointe, lorsque l'on décède? Alors en fait, ça se prépare. Et c'est pas décédé évidemment qu'on pourra le gérer puisqu'on sera plus là. Et la transmission va se passer différemment en fonction de sa situation personnelle. Et tu disais qu'effectivement, vous n'avez pas le droit, entre guillemets, de conserver des seed phrases, donc ces phrases qui permettent d'accéder en fait au portefeuille et de bouger les fonds qui sont à l'intérieur. Un schéma qu'on a pu imaginer, c'était de segmenter la seed phrase en plusieurs testaments. La personne le fait 3 fois. 3 notaires différents. 3 notaires différents. Nous recevons aujourd'hui Gwendal Texier, notaire et membre de la commission innovation de la Chambre des notaires de Bretagne. Il exerce sa fonction de notaire depuis 20 ans et a développé depuis quelques années des compétences en crypto-monnaie. Il vient aujourd'hui répondre aux questions qu'on peut se poser quand on détient des crypto-monnaies. L'enjeu, à mon avis, aujourd'hui, c'est plutôt de recenser le patrimoine. Si on sait qu'il y a des actifs, ce sera peut-être long, ce sera peut-être compliqué, mais on arrivera à les récupérer. Le problème, c'est plutôt ne pas identifier l'existence de ces actifs. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Imaginons, je sois marié, on divorce, mon conjoint ou ma conjointe peut réclamer, j'imagine, 50% de mon patrimoine, donc 50% des cryptos que je possède. Si tu étais marié sans contrat de mariage, marié sous le régime de la communauté des biens, que les cryptos que tu as acquis ont été acquis pendant le mariage, au moyen de gains et salaires, ce sont des biens communs. En cas de contrat de mariage, on évite, entre guillemets, le fait de devoir répartir les biens équitablement. Tu as plusieurs types de contrats de mariage. Celui que tu évoques, c'est celui de la séparation des biens. Comment ça se passe si jamais, moi, je veux acheter un bien ou le vendre, mais l'acheter soit en crypto, soit le vendre et recevoir de la crypto? Est-ce que c'est différent d'une vente classique? Clairement, ça ne doit pas être différent parce que le prix dans un acte de vente doit être exprimé en euros. Le notaire doit être capable de constater. Ça va être la nécessité de savoir lire un bloc, lire l'opération, l'eurodatage, la vérité du moment. Salut Gwendal. Salut Robin. Bienvenue sur le podcast de Cryptos. Merci. Comment ça va? Bah super bien. Ravi de te recevoir aujourd'hui parce que tu es notaire et on va parler de plein de sujets, de plein de questions que justement on aimerait bien poser à un notaire au sujet de la crypto-monnaie et du bitcoin notamment. Avant de démarrer par toutes les questions que j'ai et les questions aussi que les gens te posent dans ton cabinet, est-ce que tu peux te présenter? Ok. Donc je suis Gwendal Texier, je suis notaire en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Je suis membre d'une commission innovation et numérique de la Chambre interdépartementale des notaires. Donc je suis hyper intéressé par tous ces sujets tech, IA et blockchain que j'ai pas mal travaillé ces 6-7 dernières années. Ok. Quand on parle de notaire et de crypto-monnaie, une des questions qui revient le plus souvent, tu me disais que les gens te posent, c'est au sujet de la transmission. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe quand on a des crypto-monnaies, quand on possède du bitcoin ou d'autres cryptos, et qu'on veut en fait s'assurer qu'elles soient bien transmises à ses descendants, à sa conjointe, lorsque l'on décède? Alors en fait, ça se prépare. Voilà, c'est pas décédé évidemment qu'on pourra le gérer puisqu'on sera plus là. C'est en amont qu'on peut préparer les choses pour que la transmission se passe bien. Et la transmission va se passer différemment en fonction de sa situation personnelle. Si on détient les actifs soi-même, donc en self-custody, c'est pas pareil que les détenir sur un exchange en custody. Et en tout cas, au moment du règlement de la succession, là où on transmet au plus tard en fait son patrimoine, il faut que les héritiers ou le notaire aient les moyens de identifier les actifs détenus par le défunt. Donc il y a un travail en amont peut-être de recensement, parce que ceux qui sont dans la crypto savent qu'ils ont plein de wallets, voilà, et donc il faut les identifier. Et on sait qu'il n'y a pas forcément de lien entre un wallet et une identité de personne, donc il faut un rattachement, et ça c'est la CID qui le permet. Et quand les actifs sont détenus sur un exchange, il faut également le connaître parce que des exchanges, il y en a des centaines dans le monde. Donc il faut être capable de pouvoir ensuite les identifier pour les contacter. Alors c'est pas toujours simple aujourd'hui parce que beaucoup d'exchanges sont à l'étranger, ils n'ont pas de service client direct, c'est des chats, Il faut parler anglais. Il faut parler anglais, et donc c'est pas toujours simple pour un notaire de se faire identifier comme tel, et de pouvoir gérer les. Ouais, parce que tu dois prouver en plus, j'imagine que tu es vraiment notaire. Enfin, ils te demandent quoi, des papiers d'identité peut-être, des choses.
En fait, les cas pour l'instant qu'on a rencontrés, c'était des échanges qui n'étaient pas simples déjà à nouer, pour ne pas avoir un bot au départ, mais avoir une vraie personne, pour ensuite comprendre au service légal des situations. Mais il y a une compréhension des exchanges aujourd'hui de ces situations-là, puisque évidemment, plus le temps va passer, plus on aura de cas de décès, malheureusement, et donc de situations comme celle-là à gérer. Et donc moi, si je veux préparer ma transmission, je viens de voir avec un papier, je liste toutes mes adresses de toutes mes où sont mes crypto-monnaies, la liste de mes exchanges, et après, toi, tu l'enregistres à quelque part. Enfin, comment ça se passe? Alors ça, ce serait hyper simple de faire ça, mais non, en fait, parce que ça implique pas mal de choses. C'est-à-dire que si je détiens tes seeds, en fait, je deviens dépositaire d'actifs qui me fait rentrer dans la réglementation des PSCA, donc de la réglementation MiCA, c'est-à-dire que je dois avoir un agrément AMF. Donc un notaire peut pas stocker des seed phrases de wallet parce que il rentre dans un nouveau champ. Ouais, je comprends. Mais là, si par contre juste les adresses, juste je te liste mes adresses existantes où il y a mes crypto-monnaies dessus, ça c'est déjà un premier travail pour le recensement, on va dire, un peu global du patrimoine. Moi, ce que je préconise, c'est que le détenteur liste sur un support libre, en fait, la liste des exchanges sur lesquels il a des actifs, et puis les adresses publiques. Donc ça, c'est juste pour recenser le patrimoine, donc pour qu'il puisse être identifié. Et pour la partie ensuite agir sur les portefeuilles en self-custody, il faut gérer l'aspect seed phrase. Et là, on est sur d'autres protocoles qui peuvent être mis en place pour que le notaire, un tiers de confiance ou les héritiers puissent récupérer ces données pour ensuite pouvoir les transférer ces actifs sur d'autres wallets et pouvoir ensuite les déclarer au moment de règlement de la succession, parce que c'est un point important, c'est que les crypto-monnaies sont des actifs patrimoniaux de succession. Alors patrimoniaux tout court et de succession quand on décède. Donc ils font l'objet d'une taxation de la même façon qu'un bien immobilier ou des comptes bancaires. Donc il est possible que si on n'a pas bien géré cet aspect transfert de crypto ou d'actifs numériques, on ait une adresse. On sait que ça existe, mais on n'a pas la capacité de le récupérer. Accéder à... Voilà, parce qu'on n'a pas les éléments, et ça, on a plein d'histoires très connues. Je crois qu'il y a un qui avait perdu son ordinateur là, dans une décharge qui vient d'abandonner, je crois. Il avait jeté son disque dur, je crois, avec 80 000 bitcoins, 8 ou 80 000. Ouais. Et oui, donc ça peut arriver. Et j'ai eu un cas dernièrement où j'ai été interrogé, où un héritier savait que son père avait des cryptos, mais ne savait pas où et ne savait pas comment. Donc aujourd'hui on est début des investigations, mais sans éléments de recensement, c'est hyper compliqué à retrouver. Et qu'est-ce que tu mets en place justement pour retrouver potentiellement des crypto-monnaies? On analyse les disques durs, on regarde tous les téléphones, les téléphones, et en fait on essaye de chercher des indices. Si vous appréciez le podcast, mettez un j'aime, commentez, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous soutient. Merci beaucoup. Allez, on reprend. Alors après, on a des personnes spécialisées en analyse de chaîne qui peuvent, à partir d'une adresse, essayer de remonter. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois remonté, identifié, qu'on ait la capacité non plus d'y accéder. Ok. Et tu disais qu'effectivement, vous n'avez pas le droit entre guillemets, de conserver des seed phrases, donc ces phrases qui permettent d'accéder en fait au portefeuille et de bouger les fonds qui sont à l'intérieur. Mais des fois, est-ce que vous savez ce que contient un testament avant de Non, il n'y a pas de réglementation claire encore sur le sujet, sur le point de savoir si le notaire peut conserver des seed phrases. C'est mon analyse et de quelques autres notaires qui nous le font dire, car on n'a pas vocation à stocker de la donnée, en plus qui aujourd'hui pourrait être dangereuse pour la sécurité des détenteurs, et avec les histoires récentes qu'on a vues. Mais c'est simplement, on serait en dehors du cadre d'une réglementation, en tout cas de la lecture qu'on a de cette réglementation MiCA. Donc, on peut avoir des situations où on découvre être détenteur de seed phrase, et auquel cas, il y a une gestion un petit peu à part à faire. Mais un schéma qu'on a
pu imaginer, c'était de segmenter la seed phrase en plusieurs testaments, c'est-à-dire qu'on écrit 3 fois 4 mots sur un testament qui est mystique, c'est-à-dire c'est un type de testament qui est secret, c'est-à-dire qu'il n'est connu, son contenu n'est connu que de celui qui l'a écrit, qui est remis à un notaire devant deux témoins, et le notaire établit ce qu'on appelle un acte de suscription, très technique. Hein. Suscription, en fait, il décrit qu'une personne est venue, qui a déclaré avoir écrit un testament, lui avoir remis devant témoins, etc. Et donc le notaire le stocke. Et dans ce testament, on pourrait avoir du coup des seed phrases. Et la personne le fait 3 fois. Avec 3 notaires différents. 3 notaires différents. Les notaires ne connaissent pas le contenu. La personne meurt. Les testaments, il faut savoir que tous les testaments des notaires sont enregistrés à un fichier des dispositions de dernière volonté. Donc c'est un fichier qui est systématiquement interrogé quand une personne décède. Et donc c'est là qu'on retrouve les testaments. Et donc du coup, on retrouverait à ce moment-là les 3 testaments qui réunis permettraient en fait de reconstituer la seed phrase. C'est un peu. Ça c'est une bonne technique du coup. C'est un peu Tintin et le secret de la licorne. Pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs. Ok. Et ça t'est déjà arrivé d'ailleurs d'ouvrir un testament et de constater qu'il y avait une seed phrase dedans? Non. Bon, ça est peut-être un petit peu encore tôt. Oui, je pense. Ok, donc là, j'ai récupéré toutes les adresses de tous mes wallets, des plateformes d'échange, etc. Donc là, maintenant, je te les ai portées connaissance. Je les rentre dans mon testament, peut-être. Et à côté de ça, je peux aussi mettre ma seed phrase découpée en 3 et aller voir 3 notaires. Voilà, ça, c'est une solution. En fait, ça se construit avec les personnes. Il n'y a pas une solution magique. Il faut l'adapter à la personnalité. Il y a plein de gens qui détiennent des crypto-monnaies, mais sur des exchanges. Alors qu'ils savent que c'est mieux de les détenir en self-custody, mais ça implique toute une organisation qui ne sont pas prêts à accepter. Donc on ne va pas leur imposer de passer en self-custody alors qu'ils sont en custody. Donc il faut adapter en fait la forme de transmission de l'information aux détenteurs et puis aussi aux héritiers, parce que c'est pas la même histoire d'avoir des héritiers mineurs qui connaissent rien à la crypto que quelqu'un qui est crypto-friendly. Donc il faut aussi adapter aux futurs bénéficiaires. Ok, parce que si jamais quelqu'un décède, a des enfants qui sont mineurs et a de la crypto, les enfants n'ont pas le droit d'y toucher jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Du coup, j'imagine, comment ça se passe en comparaison à d'autres actifs comme de l'argent Alors, c'est le même principe, hein, que ce soit de l'argent ou des crypto-monnaies. Donc si un héritier est un enfant mineur, tant qu'il est mineur, il n'a pas accès à l'usage de ses actifs. Il en est propriétaire, mais c'est celui qui a l'autorité parentale, alors sous contrôle judiciaire, puisque s'il n'y a plus qu'un des 2 parents qui est en vie, c'est le parent survivant qui peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, prendre des décisions sur l'usage, sur l'emploi des actifs des enfants. Si on parle de crypto-monnaie et que les enfants se trouvent héritiers d'un wallet avec X Bitcoin, mineurs, ils n'en feront rien. Si le conjoint survivant s'y connaît, il pourra peut-être continuer à gérer, administrer, mais sans doute que le conseil, si les enfants et le conjoint n'y connaissent rien du tout, c'est peut-être transformer ces cryptos en des actifs qu'ils sauront maîtriser pour éviter des pertes d'actifs. Ok. Parce que le but, en fait, de l'administration légale sous contrôle judiciaire des enfants mineurs, c'est de préserver l'intérêt des enfants. Et de préserver l'intérêt des enfants, c'est sécuriser leur patrimoine. Et peut-être que sécuriser le patrimoine, c'est conserver d'une certaine manière peut-être certains cryptoactifs. Donc peut-être ceux qui étaient en self-custody, c'est de les passer en custody. Voilà. Bon, mais ça, c'est une analyse au cas par cas. Okay. Et donc, est-ce que c'est plus simple ou pas de récupérer des cryptos quand ils sont sur un exchange? J'imagine que sur une plateforme qui est régulée en Europe ou en France, c'est plus simple que des plateformes qui sont pas régulées. Toi, tu as déjà eu des cas où tu as été dans l'impossibilité de récupérer des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange à la suite d'un décès? Non, on a eu... en fait, les cas que j'ai eus, on a eu des renseignements assez facilement.
mais on n'a pas eu à récupérer, parce que c'était la situation à laquelle je pense, c'était des wallets qui étaient vides. En fait, il y avait des adresses, mais sans plus d'actifs. Donc, j'ai pas été confronté à ce type de situation. Il a fallu batailler pour récupérer les actifs, mais je crains plus aujourd'hui. L'enjeu, à mon avis, aujourd'hui, c'est plutôt de recenser le patrimoine. Après, si on sait qu'il y a des actifs, ce sera peut-être long, ce sera peut-être compliqué, mais on arrivera à les récupérer. C'est le problème, c'est plutôt ne pas identifier l'existence de ces actifs. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ok, parce que de toute façon, quand on vous déclare au notaire des adresses de portefeuille, de wallet, etc., vous, de toute façon, vous êtes tenu au secret de la profession. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, dans le cadre de rendez-vous, on est amené à échanger sur le patrimoine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cryptoactifs, mais c'est assez récent. Pour moi, en tout cas, ça fait 3-4 ans vraiment que ce sont des sujets qui commencent à arriver. Mais on parle habituellement d'immobilier, de placement financier, de compte titres, d'assurance vie. Voilà. Et tout ce qui se passe dans le bureau du notaire reste dans le bureau du notaire. Ok. Et tu parlais, donc tu as donné une solution pour transmettre ces clés privées en les segmentant en 3, 4, 5, peu importe. Est-ce que tu en as d'autres là en tête qui te viennent pour la transmission ? Il y a une qui est assez connue dans le monde crypto, c'est Liana. En fait, c'est un multisig qui permet de transférer des bouts de seed à différents bénéficiaires et qui... Juste pour expliquer ce que c'est qu'une multisig, c'est un système où en fait il faut que plusieurs personnes se regroupent pour débloquer quelque chose, pour signer quelque chose, pour avoir accès à cette chose-là. Ouais. Et ça peut être intéressant à mettre en place, mais on est sur une autre technique en fait, un peu plus technique justement que le testament découpé, le testament mystique, le 3 testament mystique. Donc c'est en ça qu'il faut adapter à la situation. Et il y a des organisations encore plus importantes, encore plus techniques. Moi j'ai eu à réfléchir sur un dossier où quelqu'un qui avait énormément de crypto et il voulait et on a réfléchi par exemple à la fiducie. Donc fiducie, c'est une organisation juridique nouvelle en France, il y a une dizaine d'années je crois, en fait qui transfère la propriété de quelque chose, donc là en l'occurrence c'était d'un gros wallet, à une entité, donc la fiducie, avec des fiduciaires qui allaient gérer pour le compte, parce que en fait cette personne-là n'avait pas d'héritier qui était capable de gérer son wallet. Et l'idée, c'était pas de vendre, c'était de continuer à posséder. Donc on imaginait le transfert de propriété à une autre entité pour une meilleure gestion. Et donc les héritiers, eux, bénéficiaient de revenus en fait de la fiducie. D'accord, oui. On imagine que la personne qui avait beaucoup de crypto-monnaies avait peut-être de l'Ether ou d'autres, des stablecoins qui faisaient travailler et qu'il arrivait à générer du rendement. Donc là, l'exercice, en fait, c'est essayer de trouver à ces nouveaux cas d'usage que les notaires rencontrent, nés des cryptos, de la blockchain du Web3, appliqués au droit, on va dire, traditionnel, et on trouve parfois justement des éléments de réponse à ces problématiques. Et la personne qui va gérer la fiducie, enfin l'entité, c'est quoi ? C'est généralement un PSAN, parce que à ma connaissance, il n'y a pas d'entité spécialisée là-dedans. Ouais, non, là on est vraiment sur des sujets à ce stade-là de réflexion. On l'a pas mis en œuvre, mais ça fait partie des options sans doute qui sont des plateformes. Exactement. Des plateformes ou des gestionnaires de patrimoine d'actifs. Je pense que ce serait ça, parce que la plateforme c'est une chose, mais s'il y a vraiment une augmentation du nombre de détenteurs, où il y aura sans doute besoin de nouveaux métiers. En fait, des gens qui font de la gestion de crypto, agréés du coup, avec l'agrément AMF, mais un peu en family office, quoi, en fait. Donc, c'est des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Ouais, mais j'y pensais justement à ce que tu disais avant, je repensais à ce que tu disais. Tu disais que vous n'aviez pas le droit de conserver des seed phrases qui permettent d'accéder au fonds dans les testaments, mais si justement tu les découpes en 3, est-ce que
Au final, tu penses que tu aurais le droit, vu que tu n'as pas l'intégralité de la phrase qui permet d'accéder au fond? C'est la lecture. C'est la lecture que j'en ai. Puisque avec juste un bout de site fraise, tu peux rien en faire en fait. Si t'as pas les deux autres qui te manquent. Tu pourrais plus facilement potentiellement trouver les autres mots en faisant des attaques, ce qu'on appelle par brute force, en essayant des milliards et des milliards de combinaisons. Mais il faut quand même avoir une bonne puissance de calcul. C'est pas donné à tout le monde, effectivement. Ouais. Mais ok. Et puis t'es notaire, tu fais pas n'importe quoi. Oui, bien sûr. Non, c'est imaginons, je sais pas. Oui. Est-ce que vous conservez, j'imagine, dans des coffres? Comment ça se passe? La conservation de tous les testaments, en fait, se font de manière physique, donc dans des coffres ignifugés, pour avoir le maximum de garanties de conservation. Ok. Et des fois, j'imagine que vous les mettez dans des banques aussi, ou ça va dépendre des. Moi, j'ai jamais pratiqué avec les banques, mais ça pourrait. Ok. Donc, j'ai listé tous mes portefeuilles. J'ai sécurisé ma seed phrase. On est capable de la retrouver pour accéder à mes fonds. Imaginons, je décède. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour mes enfants? Imaginons que j'ai des enfants qui soient majeurs. Donc là, ils vont consulter le registre. Ils se rendent compte qu'il y a des testaments chez 3 notaires différents. Alors, c'est le notaire, en fait. Ils vont voir un notaire qui va s'occuper de régler ta succession. Donc le notaire va essayer de recomposer ton patrimoine. Donc soit les enfants arrivent avec des éléments d'information, il y a une maison, il y a des comptes bancaires, il y a des cryptos, et puis il nous avait laissé une liste où je crois qu'il a fait quelque chose, donc il avait déposé un testament par exemple. Et là, donc, on va interroger ce fichier, on va retrouver toute la liste, parce que tu étais très précautionneux, tu avais fait comme il fallait, et donc on a retrouvé tout ton actif. Et c'est là le notaire va se mettre en relation avec les exchanges et donc reconstituer ton patrimoine sur un délai assez court, parce que pour régler une succession, on a un délai de 6 mois en fait, pour J'allais venir justement aux frais de succession. Alors, frais, droits, il faut distinguer. Ok. En fait, droit de succession, c'est les taxes. Et la taxe, elle est liée au lien de parenté entre le défunt et les héritiers. Donc, si tu hérites de ton père, aujourd'hui, tu as un abattement, une franchise de taxe de 100 000 euros. Et après, tu commences à avoir des droits de succession à payer à 20, 30, 40, 45%. Donc, 45%, c'est quand tu dépasses une tranche à plus d'1,8 million, je crois. En dessous de 100 000, tu as 0 taxe. Mais au-dessus de 100 000, rapidement, tu as des taxes. Donc ça, c'est par enfant. Donc tu as 3 enfants, ils ont 3 fois 100 000, et après, ton patrimoine, tu divises en 3, et ensuite, on applique la taxe. Et donc, c'est sur la taxe sur ton patrimoine au moment de ton décès. Ok, donc tu figes le prix de tes cryptos au moment du décès. Donc, c'est important de reconstituer le patrimoine dans l'état où ton patrimoine était au moment de ton décès. Avec la volatilité importante qu'on connaît sur les cryptos, ça peut avoir une incidence avantageuse ou pas. On peut avoir un actif à 100 au moment du décès et qui est passé à 150 au moment, 6 mois plus tard, où on va signer tous les papiers et transférer matériellement les actifs. Et tu seras fiscalisé que sur 100, pas sur 150. Ouais. Mais à l'inverse, ton 100 est devenu 50, tu vas payer sur des avoirs que tu n'as plus au moment où on te transfère. Il y a toute une stratégie à avoir, parce que tu dis que tu as 6 mois pour payer. Donc du coup, des fois, il vaut peut-être mieux conserver un peu plus longtemps ou pas, selon ce que tu penses que le marché va faire. Quoi. Voilà. Alors ça, on rentre dans l'analyse. Ouais. Je suis pas sûr que le notaire soit aujourd'hui le mieux placé. Et puis c'est la prédication, souvent. Personne ne sait comment. Personne ne sait en vrai. Mais en effet, on peut imaginer. Et puis tout dépend du type d'actif que tu as. Parce que c'est, à mon avis, pas pareil d'avoir... C'est sûr que si tu as des stablecoins, pour le coup, quoique l'euro-dollar, si c'est des stablecoins en dollars, tu vas être impacté par le cours de change. Ouais. Mais moins que la volatilité. Exactement. Donc, si tu as des mêmes coins ou du Bitcoin, c'est pas la même histoire, quoi. Ouais. Donc, ça a vraiment un impact. Ça peut avoir un impact sur le coût de règlement de la succession, sur la liquidité, parce que imaginons que tu n'aies que ce type
d'actifs, que des cryptos. Tu n'as pas d'IMO, tu n'as pas de cash, tu n'as que des cryptos. Ton patrimoine est fiscalisable, donc tes héritiers doivent payer une fiscalité dans les 6 mois du décès. Donc ça, c'est aujourd'hui la règle. Donc il y a un projet de revoir, il y a eu un amendement là qui a été voté, mais avec ce qui se passe en ce moment, on verra ce que ça donne, mais qui pour allonger le délai de 1 an, parce que on parlait tout à l'heure de la difficulté qu'on pouvait avoir à reconstituer le patrimoine rien qu'avec des échanges, avec des exchanges. 6 mois, on peut dépasser facilement ce délai avant de connaître réellement l'étendue du patrimoine. Et donc sa fiscalité, et donc la capacité de payer les droits de succession. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si vous vous rendez compte 1 an après qu'en fait il avait des comptes sur un exchange Tu dois faire une déclaration de succession complémentaire. Donc tu fais un additif à ce que tu avais fait initialement avec un complément de droit de succession. Tu peux plaider ta bonne foi en disant on a découvert que plus tard, et l'administration fiscale acceptera ou pas ta bonne foi. Mais la règle, c'est que tout dépassement de 6 mois pour payer les droits de succession t'impose des pénalités de retard de 0,40% par mois de retard. Ça peut vite chiffrer. Hein. Ouais. Plus des histoires de mauvaise foi, machin, ce qui pourrait être... on n'a pas trop ça encore, mais dans les textes, c'est possible. Donc, ça devient très coûteux de dépasser ce délai légal pour payer les droits de succession. Et pour revenir en fonction du type d'actifs, on peut imaginer des actifs qui ne sont pas du tout liquides ou moins liquides ou qui ont fortement baissé par rapport à la valeur au moment déclaré. Donc pas avoir suffisamment de liquidité pour payer la fiscalité attachée aux crypto-monnaies. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui s'endettent peut-être même, qui font des crédits pour pouvoir régler Alors pas sur les cryptos parce que j'ai pas eu ce cas-là, mais pour d'autres types d'actifs, par exemple si on n'a qu'un bien immobilier, 0 actif, soit on vend le bien pour payer la fiscalité, soit on peut demander des paiements différés, des paiements fractionnés à l'administration, mais certains font un emprunt pour payer la fiscalité parce que veulent conserver ce bien immobilier. Et le pourcentage de droits de succession est identique, peu importe qu'on soit... peu importe l'actif, pardon. Déjà, je veux dire. Ouais, ça, quelle que soit la nature de l'actif, c'est sur le total cumulé des actifs qu'on paye la fiscalité, quelle que soit la nature. Par contre, le taux de fiscalité va changer en fonction de l'imparenté. Donc on a parlé tout à l'heure, quand un enfant hérite de son parent, c'est ce qui coûte le moins cher, sauf ce qui coûte vraiment le moins cher, c'est entre conjoints. Conjoints ou pacsés. Alors, petite parenthèse, quand on est pacsé, on n'est pas héritier. Il faut être pacsé plus testament. Le testament donne des droits héréditaires entre les deux, et le statut de Pacs exonère de toute fiscalité, comme le conjoint. Donc, conjoint zéro... zéro d'impôt, quel que soit le montant, même si on parle de milliards. 0 de droit de succession. Et pacsé, avec un testament, donc, 0 également de droit de succession. Donc c'est le régime le plus avantageux. Mais dans une succession, si on n'a pas d'enfant, c'est le conjoint, c'est qu'on est marié ou pacsé. Mais si on est marié avec des enfants, il y a une combinaison des droits du conjoint et des droits des enfants. Donc tout dépend de ce qui a été fait, donation entre époux, etc. Voilà, il y a une analyse à faire avant du contexte familial. Mais après, ceux qui n'ont pas d'enfants, pas de conjoint, leurs héritiers, s'ils n'ont jamais fait de testament, ça va être frères et sœurs, 35-45% de taxes, ou les neveux, par exemple. 35-45% de taxes. Alors, parce qu'il y a des tranches. Mettons 45% de taxes quand on hérite de son frère ou de sa sœur. Donc le maximum qu'on a quand on est enfant, quand on hérite d'un parent. Ouais, c'est ça, dans la tranche la plus haute. Ensuite, on a les oncles les neveux qui héritent de leur oncle et tante, c'est 55% de taxes. Et quand on est étranger, donc tu me fais un testament, c'est 60% de taxes. Donc c'est assez impactant évidemment sur le reste de succession, et tout ça à régler dans les 6 mois. En fait, sur ces sujets crypto, encore plus que le reste, moi, le conseil que je donne, c'est vraiment anticiper, quoi. C'est vraiment préparer. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a une stratégie d'investissement en crypto, parce que, quelle que soit la raison, en fait, mais à partir du moment où on la possède, qu'elle soit en détention directe ou sur des plateformes, il faut la préparer.
il faut préparer la transmission. Et à partir du moment où on considère qu'on a suffisamment d'actifs ou une valeur suffisamment importante, il faut préparer cette transmission, il faut préparer la disparition prématurée, il faut préparer la perte de capacité aussi, parce qu'on peut aussi se retrouver dans une situation où on n'est pas mort, mais on n'a plus la capacité de gérer parce qu'on a, je sais pas, fait un AVC, eu un accident de la route. Et si on n'a rien préparé, c'est les actifs perdus. Ouais. Ou c'est les gros risques, en tout cas. Parce que peut-être qu'il y a un cas aussi qui est régulier, c'est les enfants qui décèdent et les parents qui se rendent compte qu'en fait l'enfant a de la crypto. La crypto. Et dans ce cas-là, comment ça se passe justement quand il y a de la transmission d'un enfant à un parent? Alors, fiscalement, c'est la même chose que d'un parent à un enfant. Donc 100 000 euros d'abattement, la même fiscalité, 20, 30, 40, 45. Mais les mêmes problématiques, savoir identifier où, comment, etc. Et il n'y a pas d'abattement pour tout ce qui est frères, sœurs, cousins, aussi Si, 15 000 euros. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Et tu parlais de Memecoin un peu avant. Tu as déjà eu des cryptos un peu exotiques comme ça sur des... Alors une fois, j'ai eu... alors c'était dans le cadre d'échanges sur des questions générales, un peu comme on a aujourd'hui, où les personnes venaient s'enseigner. Ouais, des cryptos que je connaissais, j'ai jamais entendu parler. Je ne savais pas du tout ce que c'était, à quoi ça servait. Et ouais, je pense qu'il y a tout, en fait. Ça t'oblige aussi à te renseigner un peu sur tout type de crypto-monnaie plus ou moins exotique. Souvent, quand on est amené à travailler ces problématiques-là, parce que les gens peuvent être amenés à te voir justement avec plein de questions, ça nécessite une analyse en fait de la situation et justement inventorier de type d'actifs et justement travailler parce que là c'est la version un petit peu simple en fait qu'on voit. Mais on sait que certains ont plein d'actifs en défi, qui stackent leurs actifs, ils font du lending. Voilà. Et là, c'est des trucs beaucoup plus complexes qui nécessitent une très bonne compréhension pour pouvoir donner les bons conseils. Ouais, parce que de toute façon, tu ne listes pas les actifs que tu as dans ton testament, parce que sinon, ça voudrait dire changer ton testament tous les Non, tu peux pas. Les semaines. Tu listes les enveloppes. Ouais. Mais le testament, tu peux le changer autant de fois que tu veux. Ah oui, un testament mystique, c'est-à-dire tu fais quoi? Tu le brûles et tu le remplaces en fait, quand tu le modifies, en fait, tu fais, tu dois faire un acte, un procès verbal où tu retires ton testament pour en redéposer un nouveau, quoi. Mais l'idée, c'est que dans ton testament mystique, tu as mis les clés, une partie des clés de tous les wallets que tu as et tu les fais évoluer peut-être tous les 5 ans si tes wallets évoluent tous les 5 ans. Tu parlais donc de mariage, de Pax. Imaginons, je sois marié, mon conjoint ou ma conjointe, on divorce. Mon conjoint ou ma conjointe peut réclamer, j'imagine, 50% de mon patrimoine, donc 50% des cryptos que je possède. Si t'étais marié sans contrat de mariage, donc marié sous le régime de la communauté des biens, que les cryptos que tu as acquis ont été acquis pendant le mariage, au moyen de gains et salaires, ce sont des biens communs. Donc même ce qui est avant, par contre, n'est pas concerné. Alors, ce qui est avant, ce que tu avais acquis avant ton mariage, reste propre, ce qu'on appelle des biens propres. Mais souvent, il y a des allers-retours, il y a des changements, il y a des swaps, des choses comme ça, et ça peut évoluer. Mais si ton wallet existait avant, mais après c'est une question de preuve aussi. Il faut pouvoir prouver l'antériorité de ce wallet. Ouais. Prouver l'antériorité d'un compte bancaire, ça peut être facile parce que on a une création de compte, la banque va donner une attestation, etc. Prouver l'antériorité d'un wallet, ça devient un peu plus compliqué. Tu as déjà eu des cas où le conjoint a caché sa conjointe ou inversement qui possédait un wallet avec des cryptos pour justement ne pas avoir à reverser 50%? Alors j'ai eu le cas où ça a été l'objet d'une discussion entre les deux époux. En l'occurrence, je crois que c'était monsieur qui avait des wallets qui étaient crypto, madame savait qu'il en avait, donc monsieur voulait l'exclure, donc ça a discuté. En tout cas. Mais ouais, c'est un vrai sujet, en fait. C'est un vrai sujet de discussion, puisque ça fait partie du patrimoine. Donc ça fait partie de ce qu'il y a à partager
entre les futurs divorcés. Et donc, le mode de financement rentre dans le cadre. Mais par exemple, si tu avais acheté des cryptos au moyen d'un don de somme d'argent, par exemple, que tes parents t'avaient effectué, ça devenait des actifs propres à toi. Donc il y a toute une chaîne d'analyse à faire pour qualifier juridiquement la nature de tes cryptos. Mais comment, imagine, moi je reçois 10 000 euros en don, j'ai déjà 10 000 euros sur mon compte bancaire, donc j'ai 20 000 euros, j'en utilise 10 000 pour acheter des crypto-monnaies. Le truc, c'est que il faut avoir une traçabilité de tout ça. Tu l'as pas toujours, tu gardes pas forcément toujours tes ordres d'achat, tes relevés de compte, et puis comment créer le lien entre la somme reçue en don et celle que tu as utilisée pour acheter. C'est pas simple forcément de reconstituer tout ça, quoi. Ok, et au moment donc du divorce, au moment du partage des actifs, des biens, on se fixe sur quoi? Sur la valeur du portefeuille à l'instant T, sur plutôt le nombre de crypto-monnaies, parce que vu que c'est extrêmement volatile, comment est-ce qu'on sépare, comment est-ce qu'on répartit équitablement tout ça? Alors, c'est au moment du partage. Donc, en gros, au moment où on se met d'accord. Donc, ça peut arriver qu'on se mette d'accord rapidement, mais comme ça peut durer longtemps, et du coup, les fluctuations des actifs font varier l'importance éventuelle du patrimoine. Mais il faut trouver un accord pour se mettre d'accord sur une date. C'est ce qu'on appelle la date des effets du divorce, et donc c'est à cette date-là qu'on fige les valeurs. Mais on peut imaginer aussi que les valeurs soient arrêtées forfaitairement, parce que l'époux considère que si le patrimoine est composé de X montant d'actifs, c'est grâce à un des deux qui s'est investi dans je sais pas, du trading, des choses comme ça. Voilà, les accords amiables peuvent aussi intervenir. Ok. Et donc en cas de contrat de mariage, on évite, entre guillemets, le fait de devoir répartir les biens équitablement. Alors, ça dépend de quel contrat de mariage. Parce que tu as plusieurs types de contrats de mariage. Celui que tu évoques, c'est celui de la séparation des biens. Donc en fait, chacun a son patrimoine. Mais il y a d'autres contrats où on met tout en commun. C'est le contrat de la communauté universelle. Donc oui, sur le contrat de séparation des biens. Et ça, tu dois le notifier dans le contrat ou par défaut, ça prend en compte par défaut tout type d'actifs Là, j'ai fait récemment un contrat de mariage où on avait... le couple cohabitait déjà ensemble depuis quelques années. Et on a fait un contrat de mariage de séparation des biens. Mais pour clarifier les choses, on a identifié dans une annexe, en fait, les actifs que l'un et l'autre détenaient. Et comment ils le détenaient. Donc, on sait que l'un avait X de crypto et l'autre X de crypto. Voilà. Parce qu'on ne sait pas comment va évoluer ensuite le patrimoine et les relations des époux. Donc, ça permettait de scinder et de clarifier. Ok. Et tu as déjà eu, je reviens là-dessus, mais un époux, une épouse qui vient te voir et qui te dit voilà, j'ai un portefeuille crypto, mais je veux pas le déclarer, je veux pas que mon conjoint ou ma conjointe en ait connaissance. Et ça, toi, tu dois le déclarer ou pas? Alors le conseil du notaire, c'est pas d'aider un des époux à frauder les droits de son conjoint. Non, à partir du moment de toute façon où je serai confronté à ce type de situation, ça fera partie de cet actif patrimonial à gérer et à partager. Donc non, le notaire participera pas à éluder un actif patrimonial. D'ailleurs, tu as déjà été confronté à des cas où des personnes viennent te voir et tu as des soupçons sur le fait que soit les crypto-monnaies ont été acquises de manière frauduleuse, illégale, ou d'autres types d'actifs d'ailleurs? Non, j'ai pas été confronté à ce type de situation, et heureusement, je me dirais. Parce que, de toute façon, c'est très clair, nous, notaires, on a des obligations LCBFT. Lutte contre blanchiment et financement du terrorisme. Donc, à l'instar des banques, des avocats, des experts comptables, toutes les professions un petit peu réglementées. Et aujourd'hui, on a des obligations de vérification, des obligations de contrôle qui se font de manière systématique sur l'ensemble des opérations. Et donc, à partir du moment où on trouve... un notaire trouverait qu'il y a un problème justement sur l'origine, en fait, il a une obligation de déclaration TRACFIN. Donc, c'est l'obligation en fait de signalement
d'une irrégularité, d'une fraude, justement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Okay. Donc ça va un peu contre les poncifs que certains nombres de personnes pouvaient avoir de l'usage des crypto-monnaies qui servaient à financer le terrorisme. Il n'y a rien de plus clair en fait. En tout cas, ça doit l'être comme ça. C'est pas parce que quelqu'un transmet des crypto-monnaies qui blanchit de l'argent, puisque justement, on peut tracer, grâce à des analyses de chaîne, l'origine. Et en fait, c'est ce qu'on est amené à faire pour s'assurer que les cryptos transmises, par exemple, sont claires, ont été acquises dans des conditions normales, ils ne proviennent pas de wallets qui ont été tagués par TracFin parce que provenant de Corée du Nord. Donc voilà. Dès qu'il y a une transmission, dès qu'il y a un partage des biens en cas de divorce, etc., à chaque fois, vous faites une analyse de la provenance des fonds, des actifs, que ce soit crypto-monnaie. Alors en fait, oui, il y a un check qui doit être fait. Il se fait de façon différente en fonction d'où viennent les cryptos. Si elles viennent d'un exchange PSAN, donc régulé en France, aujourd'hui c'est réglementation MiCA, etc. Donc avec en plus la nouvelle obligation Traveling Rule, où on doit cartographier, identifier les wallets qui reçoivent les transmissions. Le travail de vérification et de conformité est réalisé par ces PSAN. Donc notre obligation à ce niveau-là, c'est de s'assurer que le PSAN est bien PSAN, donc qui a bien son agrément, etc. Parce que peut-être qu'un jour, il y en a qui perdront des agréments, mais en tout cas, parce qu'il y a des changements dans ces obligations-là. Donc voilà, c'est s'assurer que ça a été fait a priori dans des conditions bien réglementées. Là où on a plus de travail, c'est quand les actifs proviennent de wallets custodiales, self-custodiales. Et donc, dans cette situation-là, c'est l'obligation du notaire, c'est de s'assurer que les cryptos qui feront l'objet, par exemple, d'une donation sont OK. Et donc là, on fait appel à un prestataire qui va faire une analyse on-chain de l'origine des cryptos pour nous délivrer un certificat comme quoi c'est OK, parce qu'on a quelques compétences, mais pas jusqu'à l'analyse on-chain. Vérifier que les cryptos n'aient pas été utilisés dans du blanchiment, exactement, de l'achat de drogue, peu importe ce genre de choses-là. Ok, d'accord. Et une autre question qui vient régulièrement, qu'on va voir à un notaire, c'est pour un achat immobilier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe si jamais moi je veux acheter un bien ou le vendre, mais l'acheter soit en crypto, soit le vendre et recevoir de la crypto? Alors il y a différents cas de figure. Alors en vrai, j'ai été interrogé sur pas mal de cas, de situations. Aussi en vrai, j'en ai pas encore réalisé de ce type d'acte, mais on est rentré dans les différents cas de figure. Tu as déjà eu des projets, c'est ça, tu me disais, de vente en crypto? C'est ça. Alors alors, le cas que j'ai eu un peu plus, c'était des propriétaires immobiliers en France qui voulaient vendre un bien immobilier et qui voulaient se faire payer en crypto. Et donc, voilà, on a analysé le projet. Donc moi, c'était les premières questions. Donc, du moins, premier cas de figure. Donc, est-ce que c'est différent d'une vente classique? Clairement, ça ne doit pas être différent parce que c'est pas parce que le prix que le vendeur, du moins, veut se faire payer en crypto, que le prix va être différent, puisque le prix dans un acte de vente doit être exprimé en euros, et clairement. Donc, s'il veut se faire payer en Bitcoin, par exemple, donc il faut que l'acquéreur en ait, évidemment. Donc, ça limite parfois quand même le nombre d'acquéreurs potentiels pour son bien. Mais imaginons que ça arrive. Dans cette situation-là, c'est vrai que l'intérêt, c'est que l'acquéreur verse directement au vendeur le montant pour lequel ils se sont mis d'accord pour la transaction. Donc dans cette situation-là, évidemment que les fonds ne transiteront pas par le notaire, puisque, comme je disais à l'instant, les prix sont exprimés en euros et payés qu'en euros par la comptabilité du notaire. Donc là, c'est un cas d'exception. Ce serait un paiement en dehors
du cadre du notaire. Et juridiquement, on appelle ça une dation en paiement. Donc c'est la remise de quelque chose pour éteindre une dette et une créance. Donc c'est en fait les parties qui sont mis d'accord. Mais c'est une situation un peu particulière. Et si le notaire fait déclarer dans l'acte que les parties ont payé de telle manière, donc par un transfert Bitcoin de wallet à wallet, le notaire doit être capable de constater la réalité de ce transfert. J'imagine qu'on ne se rejoint pas dans un bar et puis qu'on s'échange 50 bitcoins comme ça, quoi. J'imagine pas, non. Donc ça doit se faire d'une manière où justement le notaire est là pour assurer l'efficacité du contrat, la réalité des opérations. Et donc, s'il écrit dans son acte qu'il y avait une créance de X qui a été réglée au moyen du paiement de X Bitcoin, il doit être capable de le vérifier. Donc, ce qui va nécessiter que l'opération de transfert se fasse sous les yeux du notaire, donc alors, en visio, mais c'est quand même mieux en réel. Donc ça nécessite une organisation un peu particulière, ou du moins différente à ce qu'on attend habituellement sur les transferts de prix de vente habituels. Donc, et puis une formation, parce que du coup, ça va être la nécessité de savoir lire un bloc. Donc lire l'opération, le redatage, la vérité du moment. Et du coup, si on fait une opération en stablecoin, ça va. Du moins, la valeur est stable, ou à peu près. Mais si c'est sur un bitcoin, on connaît la volatilité. Et du coup, ça va être la correspondance avec le prix. Puisque s'ils sont mis d'accord, par exemple, sur 10 bitcoins, le prix va changer toutes les 10 secondes. Donc l'acte doit correspondre en fait au montant réellement transféré. Tu fais l'acte après ? On le fait en même temps, en fait. Donc on doit être amené à indiquer le montant réellement transféré correspondant au montant réel du prix. Mais pour ça implique des éléments où, par exemple, quand on est dans des zones où il y a des droits de préemption urbains, donc on doit informer la commune préalablement à la vente qu'on veut réaliser cette vente moyennant telle condition financière. Mais si on a une différence de prix parce qu'on a une volatilité, ça ne va pas le faire. Donc il faut qu'on sécurise tout ça en amont. Donc certaines transactions sont plus où il y a des droits de préemption sont plus facilement réalisables avec des stablecoins qu'avec des actifs volatiles. Ouais, donc le droit de préemption, c'est la commune qui peut dire non, je préfère racheter le bien. Ouais. Okay. Donc tout ça se gère en amont, ce qu'on appelle on purge le droit de préemption de la commune, donc on les fait renoncer préalablement à la vente. Et au niveau des taxes, parce que évidemment l'État prend des taxes sur le paiement, sur la vente d'un bien immobilier. Donc ça c'est le prix, donc on peut imaginer que ça puisse se faire directement, mais en tout cas tout ce qui est ce qu'on appelle les frais de notaire, dans les frais notaires il y a au moins 85% de taxes. Donc ils sont reversés à l'État, ça. Mais c'est vous qui collectez et ensuite vous reversez à l'État. Les notaires collectent ces frais et les reversent au Trésor public. Et donc, ce qu'on appelle les droits d'enregistrement, donc qui ont augmenté l'année dernière pour financer les départements qui manquaient de sous. Et donc, ces taxes, en fait, doivent être payées au notaire en euros. Et ensuite, le notaire les reverse au Trésor public. Donc, même s'il y a une partie du prix qui pourrait être payée en crypto, il y a une autre partie, les frais, qui devront être payés au notaire en euros au moment, quelques jours avant la vente. Ouais, parce que la vente d'un appartement en crypto ou en bitcoin est si spéciale parce que normalement, dans une transaction immobilière classique en argent, en euros, en fiat, c'est vous qui récupérez l'argent, c'est ça c'est le notaire, c'est le notaire c'est par la comptabilité du notaire que les fonds transitent. Donc le notaire reçoit quelques jours avant la signature de la vente le prix de vente plus les frais de l'acquéreur ou de la banque de l'acquéreur. On signe la vente et ensuite le notaire reverse le prix de vente au vendeur. Donc ça passe, ce qu'on dit, ça passe par la comptabilité du notaire. Mais pour les cryptos, c'est pas possible. Ok. Et est-ce que là,
toi, tu as d'autres bonnes pratiques, entre guillemets, pour ceux qui voudraient vendre leur loge, leur habitation en crypto-monnaie? Alors, moi, ça soulève moi, ça change le notaire, en tout cas, puisque dans la réflexion qu'on a menée sur différents dossiers de ce type-là, en fait, donc un acquéreur qui aurait des cryptos et qui veut dépenser ses cryptos pour acheter un bien immobilier, il n'a pas besoin de financement bancaire. Donc il va vouloir, il a une capacité d'aller plus vite. Donc parce qu'il a, il paye comptant, comme on dit. Donc ce qui fait que les délais de traitement habituels que nous avons pour un dossier de vente qui est autour de 3 mois, il pourrait être matériellement raccourci, puisqu'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas de droit de préemption urbain, puisqu'on est sur une commune où il n'y a pas de droit de préemption urbain, et puis pour lequel il y a déjà un financement. Puisque tous les autres documents, on les a relativement très vite. Donc on pourrait imaginer justement que des transactions en crypto vont beaucoup plus vite, ou pourraient aller beaucoup plus vite que des transactions en fiat. Donc ça, c'est une première réflexion. Et quand on achète un appartement, une maison, peu importe, en bitcoin ou en crypto, évidemment, on doit payer de la plus-value, j'imagine, si on fait des plus-values. Exactement. Donc, le fait de payer un prix de vente en bitcoin, même un vendeur qui conserverait ses bitcoins, c'est un fait générateur d'éligibilité de la plus-value. Donc, l'acquéreur paye sa flat tax sur les bitcoins qu'il a utilisés pour payer son prix. Donc, parmi les informations que le notaire doit donner à l'acquéreur, c'est de ne pas oublier que dans sa prochaine déclaration de revenus, il devra déclarer sa plus-value générée par l'achat immobilier qu'il a fait. Donc ça, c'est des nouveaux problématiques, des nouveaux aspects à traiter pour les opérations de vente. Et tu as de plus en plus de monde qui vient te voir ou qui vient voir les notaires de manière générale pour ce type d'opération Au moins, on a des questions. Régulièrement, on a des questions sur ces sujets-là. Je pense qu'on en parle plus qu'on ne fait pour l'instant. Mais parce que c'est nouveau, parce que c'est encore peut-être incertain. Et en tout cas, alors je sais qu'il y a eu des opérations. Je parlais ce matin avec une consoeur du sud de la France qui en a fait une. Voilà, on est aux prémices de ce type d'opération. Mais pour nous notaires, on doit se préparer, bien comprendre l'environnement, s'adapter et adapter les pratiques, parce que tu vois que c'est pas pareil de vendre. Je sais pas, un champ agricole qu'une maison payée en crypto. Il y a des habitudes nouvelles à prendre, des réflexes, et c'est pas parce que on pourrait faire des opérations en crypto qu'on devrait dégrader la sécurité des contrats. On est dans les mêmes conditions que pour toute autre opération. Ok. Et imaginons, moi, je vends ma maison contre 10 bitcoins. Au moment où je vends ma maison, elle vaut 1 million d'euros. Donc je récupère 1 million d'euros équivalent bitcoin, donc 10 bitcoins. Je les vends un an plus tard à 2 millions. Mais 10 bitcoins, j'ai fait une plus-value de 1 million d'euros du coup. On considère que le prix de mes bitcoins, que j'ai acquis mes bitcoins à 100 000 euros l'unité. C'est ça. En fait, ce serait l'opération de vente qui te ferait rentrer dans ton patrimoine tes bitcoins à la valeur qu'on tracerait et qui serait le prix de revient en fait de ton bitcoin. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu des cas de personnes qui donnent la nue propriété de leur crypto et qui en gardent l'usufruit? Est-ce que déjà il y a un intérêt à faire ça ou il n'y en a pas? Alors peut-être préciser aussi ce que c'est que la nue propriété et l'usufruit. Alors l'usufruit, c'est un droit d'usage. Donc l'usufruit sur un appartement, par exemple, c'est avoir la possibilité de l'habiter, c'est avoir la possibilité de le louer et d'en toucher les loyers, c'est avoir l'usage, c'est l'usus en latin. Et le pendant de l'usufruit, c'est ce qu'on appelle la nue propriété. Donc en gros, c'est la propriété future. Donc on transfère un droit, mais pour lequel on ne peut pas faire grand-chose tant qu'on n'a pas réuni
l'usufruit avec la nue propriété, donc qu'on devienne plein propriétaire. Et donc, transmettre la nue propriété d'un bitcoin, par exemple, ça voudrait dire transmettre la nue propriété, la propriété future à un enfant, par exemple, tout en se gardant l'usage de ce bitcoin. Donc l'usage d'un bitcoin, on pourrait essayer de le comparer, par exemple, à l'usage d'une somme d'argent. Donc l'usage d'une somme d'argent, elle est réglée juridiquement. C'est ce qu'on appelle en droit français un quasi-usufruit. Donc un quasi-usufruit, c'est un usufruit qui s'applique sur un bien qui se consomme par son usage. Ce qu'on appelle un bien consomptible. C'est-à-dire une somme d'argent, quand j'ai l'usufruit de la somme d'argent, je peux dépenser cette somme d'argent-là. Mais je dois la restituer au nu propriétaire. Donc, dans le quasi-usufruit, il y a ce qu'on appelle une créance de restitution, c'est-à-dire une obligation de restituer le nominal qu'on avait récupéré au plus tard, au moment du décès. Donc par exemple, mon bitcoin, je peux le vendre contre 50 Ethers, et puis au final, si je réussis à faire de bonnes opérations, je récupère 2 bitcoins et je rendrai un bitcoin. Voilà. Mais ça se cadre dans ce qu'on appelle une convention de quasi-usufruit. Donc c'est un contrat. On fait une donation en nue propriété, on fait une réserve d'usufruit, mais on fait un contrat de convention de quasi-usufruit pour justement donner toutes les règles du jeu, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, la créance de restitution, etc. Parce que là où je vois que c'est intéressant potentiellement, c'est qu'on fait de la finance décentralisée, de la DeFi, et donc on conserve la possibilité de faire des opérations justement pour générer du rendement, pour faire grossir entre guillemets notre patrimoine crypto, et comme ça, la nue propriété reste à la personne à qui on a. Mais c'est des sujets hyper touchy, parce que une donation, il faut vraiment une dépossession. Donc, lorsque tu transfères la nue propriété à ton enfant en gardant l'usufruit, mais tu continues à faire toutes les opérations de défi que tu racontais, est-ce que tu as vraiment une dépossession ? Si tu n'as pas le cadre, justement, des règles du jeu, donc cette convention de quasi-usufruit, c'est pas certain qu'on puisse considérer qu'il y a une réelle dépossession. Et là, l'administration fiscale pourrait considérer qu'il n'y en a plus de droit, etc. Donc, il faut bien gérer ça dans le cadre d'un contrat spécifique, donc cette convention de quasi-usufruit, pour justement déterminer les règles du jeu. Puis, il y a un point important, c'est que, en pratique, si l'usufruitier a conservé l'usage, donc qui a fait du trading, par exemple, donc il a gardé les seeds, il faut qu'on règle aussi l'aspect transfert de l'acide au nu propriétaire au moment du décès de l'usufruit. Parce que l'usufruit va s'éteindre au moment de son décès. Donc il faut gérer également, parallèlement, cet aspect matériel. Donc il y a la partie juridique à régler pour bien cadrer les règles du jeu, l'usage des choses, mais aussi l'aspect matériel pour rendre effectif et assurer le transfert final de l'actif au nu propriétaire. Et est-ce qu'il y a un intérêt particulier à faire ça plutôt qu'une donation, on va dire, un peu plus classique, entre guillemets ? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler justement. Un des intérêts majeurs de faire... on va au-delà des cryptos, mais pour tout bien, quand on fait une donation à un enfant, par exemple, de la nue propriété d'un bien en se réservant l'usufruit, le grand intérêt, c'est que la partie de l'usufruit, conservée par l'usufruitier, ne sera jamais fiscalisée. On fiscalise que la valeur de la nue propriété transmise au moment où on fait la donation. Mettons qu'un bien vaille 100, j'ai 55 ans, c'est pas vrai, je suis beaucoup plus jeune. Mon usufruit vaut 50%. Donc en fait, il y a un barème fiscal qui détermine la valeur de l'usufruit en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc plus on prend de l'âge, moins l'usufruit a de valeur. Quelqu'un qui a 72 ans, son usufruit, c'est 30%. Quelqu'un qui a 64 ans, son usufruit, c'est 40%. Quelqu'un qui a 55 ans, ça vaut 50%. Donc du coup, je transmets un bien 100 pour 50, la moitié de sa valeur. C'est la valeur de la nue propriété. Je meurs, le bien qui n'a pas changé de valeur, en fait, est dans le patrimoine du nu propriétaire et vaut 100.
Et les 50, la valeur d'usufruit, n'a jamais été fiscalisée. Donc quand on fait des donations en nue propriété, en se réservant d'usufruit, on continue à habiter, par exemple, si je donne ma résidence, à habiter le bien jusqu'à ma mort, à faire les travaux, à payer les impôts qui vont avec. Bref, je continue à habiter dans le bien. Et l'enfant, il héritera de ce bien en pleine propriété. Il pourra après soit le garder, soit le vendre. Et en fait, j'aurai appliqué une décote sur la valeur transmise du bien. Donc c'est le même raisonnement également pour une cryptoactif, où on pourrait imaginer que si on croit qu'une cryptoactive va augmenter de valeur dans le temps, il y a un effet de levier assez important sur le fait de faire une réserve d'usufruit. Et ça, tu le conseilles de le faire à partir d'un âge en particulier ou... En fait, les transmissions, on les regarde toujours quand on change. Donc, jusqu'à 60 ans, j'aurai 50% de valeur d'usufruit. Jusqu'à 61 ans. À 61 ans, je perds 10% et mon usufruit ne vaut plus que 40%. Donc, vaut mieux le transmettre à 60 ans qu'à 61 ans, à 70 ans qu'à 71 ans, ou 80 qu'à 81, puisque la valeur d'usufruit est plus importante. Okay, donc souvent, avant 60 ans, c'est quand même l'idéal. Ouais. Ok. Et on en a parlé juste avant, les donations. Dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'on a le droit de donner à ses enfants 100 000 euros sans être fiscalisé tous les 10 ans. Alors, c'est la même chose, c'est la même fiscalité en fait, donation que succession. C'est-à-dire que chacun, donc en ligne directe par enfant, chacun des enfants bénéficie de 100 000 euros d'abattement, de franchise de taxe. Donc les parents peuvent leur donner jusqu'à 100 000 de valeur, donc valeur par exemple en nue propriété, sans payer de taxes. Et quand on dépasse, on commence à payer de la fiscalité. Donc chacun des enfants a un abattement général de 100 000 euros. Et on a un abattement exceptionnel qui est assez vieux, qui date 2008, c'est le paquet fiscal de Sarkozy, c'est ce qui reste de faire Sarkozy. C'est un abattement exceptionnel de 31 865 qui est réservé à des dons en cash, de sommes d'argent donc, pour les donateurs qui ont moins de 80 ans. Donc qui se rajoute à cet abattement de 100 000. Tous les 10 ans aussi ? Tous les 15 ans. Tous les 15 ? Tous les 15 c'est ans. tous les 15, pas tous les 10 ? J'ai dit 10 ? Non, c'est moi qui ai dit 10. Okay. Tous les 15 ans. Donc au final, on peut transmettre 131 865 à chaque enfant, 100 000 l'abattement général, donc immobilier au cash, et plus 31 de cash. Les cryptos, c'est pas du cash. Donc il n'y a que l'abattement de 100 000 qui s'applique, pas l'abattement de 31 865. Donc une donation de crypto est limitée en ligne directe à 100 000 euros par enfant. Et j'imagine que c'est la valeur... on prend la valeur à quel moment ? Voilà, à la valeur au moment où on fait la transmission. Donc c'est en ça que ça devient un acte un petit peu particulier, lié à la volatilité de l'actif. C'est qu'on ne peut pas le faire en anticipation, on ne peut pas le faire a posteriori, parce qu'il y aura une différence entre ce qui aurait été écrit dans l'acte et ce qui aurait été réellement transmis. Donc, une donation de crypto doit être faite juridiquement et matériellement en même temps. Donc c'est une combinaison de ces deux. Donc ça en fait un acte un petit peu particulier, un peu hybride, où en même temps que le notaire écrit l'acte, qu'il aurait préparé en avance évidemment, mais complète l'acte en fonction des valeurs réelles au moment où on transmet, on applique la fiscalité réelle et on permet de calculer tous les coûts, on a un acte juridique qui correspond à la réalité de la transmission de l'actif. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur la donation, sur la nue propriété, l'usufruit, des conseils ou... c'est de consulter évidemment son notaire, chaque cas est un petit peu particulier et en fonction des volontés des détenteurs des actifs et du contexte familial, le notaire saura orienter et conseiller les parties vers les meilleures solutions les plus adaptées et par rapport au projet de chacun. D'ailleurs, je me demandais... Un notaire peut dire non, là je sais pas faire, donc je vous conseille d'aller voir un de mes confrères. Oui, alors ça c'est en fait c'est dans plein de domaines. Les notaires sont amenés à traiter de plein de
types différents de situations, de dossiers, de droits que aujourd'hui certains se sont spécialisés dans certains domaines d'activité et sur des cas vraiment particuliers. En effet, il y a souvent des collaborations qui peuvent être mises en place. Sur un dossier, j'ai collaboré avec un autre notaire, pour réaliser une transmission de crypto, parce que ce notaire-là n'avait pas de compétences particulières. Les clients m'avaient identifié, et donc on a fait le contrat à deux, parce que ça permettait donc du coup d'aller que le notaire le client ait son notaire, mais aussi un notaire qui avait déjà pratiqué des transmissions, par exemple. Okay. Donc c'est des pratiques qui arrivent, oui. Ok. Et tu vois d'autres questions autour de la crypto, généralement de personnes qui viennent te voir? Tu me parlais un peu de Crédit Lombard, peut-être? Crédit Lombard, c'est la possibilité en fait de mettre en collatéral des actifs numériques qu'on a. Alors, Crédit Lombard, c'est pas spécifiquement actifs numériques, mais là, en l'occurrence, donc ils viennent mettre en collatéral donc leurs actifs auprès d'une banque qui leur donne du cash, et qui peuvent donc utiliser le cash pour différents besoins. Pour vivre, par exemple, j'ai un bitcoin, il vaut 100 000, je fais un Crédit Lombard, la banque me donne généralement 30%, ça doit être ça. Sur les actions, c'est un peu plus parce qu'il y a moins de volatilité, et donc j'ai 30 000 euros que je peux utiliser comme je veux. Exactement. Et l'intérêt, c'est surtout que je vais payer donc un prêt, un pourcentage, un intérêt, pardon, et ça roule en fait indéfiniment. Tant que je rembourse pas, j'ai pas une échéance où à 30 ans, je devrais avoir remboursé mon Crédit Lombard. Tant que l'actif augmente. Tant que le sous-jacent augmente. Évidemment, si le bitcoin tombe de 50%, alors potentiellement la banque va demander de rembourser pour se couvrir elle-même et pas perdre d'argent. Exactement. Donc voilà, c'est des questions. Il y a des travaux qui sont menés par différentes banques, différents notaires sur ces sujets-là. C'est hyper intéressant d'y travailler, parce que c'est de nouveaux problèmes qui se posent, et du coup des choses qui seront mises en place sans doute à l'avenir. Donc on s'intéresse en effet à ces sujets-là. Ok. Et il y a d'autres questions qui reviennent un peu régulièrement là que tu aurais en tête, ou on a fait déjà un bon tour d'horizon pour toi des principaux sujets? Ouais, j'ai eu pas mal récemment des questions autour de la transmission, parce que le Bitcoin a pas mal augmenté ces 2 dernières années, donc des gens qui avaient des actifs, qui l'avaient acheté, je sais pas moi, à 10 000, et aujourd'hui il vaut 100 000, c'est vrai que c'est nouveau pour eux. Et puis si demain cet actif continue à augmenter sa valeur, ce sera d'autres nouvelles problématiques, parce que un Bitcoin à 500 000 ou $1 million, c'est un patrimoine du coup qui s'imposeront différemment, qui sera géré et à traiter différemment, avec plein d'applications. On en parlait tout à l'heure un petit peu. Si demain, par exemple, l'ISF, avec un nouveau gouvernement, revenait à l'ordre du jour. Donc l'impôt sur la fortune. Voilà, l'impôt sur la fortune, alors qu'il a disparu aujourd'hui. On a l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc on parle que d'immobilier. Donc l'ISF, c'est tout le patrimoine actif. Donc les portefeuilles crypto, les cryptos feraient partie de ces actifs. Ouais, on en parlait, c'est difficile à imaginer, parce que ça voudrait dire déclarer tous ces portefeuilles non custodiales, donc les wallets qu'on a, et donc en fait, avec tout ce qui se passe en plus en ce moment, avoir que le gouvernement, le trésor, les impôts en tout cas, savent le patrimoine d'une personne en crypto, quoi. Donc ça poserait des problématiques nouvelles. Parce que du coup, la déclaration telle qu'elle est faite aujourd'hui de ces données, c'est un stockage centralisé, donc avec potentiellement des problèmes de leak de ces données, avec la révélation. Bref, ça poserait de nouveaux problèmes. Ok. Et j'avais une petite dernière question, moi, là-dessus. Au niveau de la transmission, parce qu'avec le développement des ETF/ETP en France, donc ces produits qui permettent d'investir dans le Bitcoin, j'imagine qu'en termes de transmission, c'est beaucoup plus simple. C'est que c'est via une banque ou via le broker qu'on utilise la transmission de cette manière-là. C'est un titre financier assez classique, qui en plus, généralement, est fait dans des banques notoirement connues, donc avec qui on a l'habitude d'avoir des relations dans le cadre de succession, dans le cadre de donation. Donc
il y a moins de problématiques. Ok. Et tu as une autre casquette aussi que notaire, on en parlait. Tu développes une société, c'est ça également? Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors en fait, on a avec un groupe de notaires créé une entreprise à mission qui s'appelle Note IT Factory. Donc l'entreprise à mission qui reprend la raison d'être du notariat, qui a été lancée officiellement en 2022. Donc c'est sous le sceau de l'État, réalisé avec sa mission avec probité, etc. Et donc on a en fait on a vu en fait dans le Web 3 une nouvelle façon en fait de détenir la donnée, non plus qu'elle soit centralisée, mais qu'elle soit distribuée. Et on est en train de travailler sur des nouvelles structures en fait qui permettent aux notaires et donc aux clients des notaires d'avoir une data en fait distribuée et donc de sécuriser en fait l'information de cette data. Et de ne pas être dépendant d'un Amazon ou d'autres acteurs. Ouais. C'est le sujet de la souveraineté, en fait, que tous ceux qui s'intéressent au Web3 ont à cœur. Et c'est ce qu'on veut mettre dans le notariat. Donc, on est en train de présenter les travaux qu'on a faits, montrer que ça marche, que c'est des outils qui sont résilients, qui sont open source, qui sont auditables, qui sont sécurisés et alors qui sont peut-être au départ un peu moins friendly que des outils Google, mais qui apportent un niveau de sécurité plus important et donc une sécurité, une souveraineté au cœur des usages, quoi. C'est un endroit où les notaires peuvent stocker et retrouver des documents, c'est ça? Donc ils les hachent, j'imagine, pour garder quand même la confidentialité du document. Exactement. Et donc c'est sur Bitcoin aussi, tu me disais ce que tu Ouais, en fait c'est un layer 2 sur Bitcoin, où on fait avec Nicolas Cantu, on en parlait tout à l'heure, à qui on a travaillé sur ces sujets-là, et on est en train de délivrer une solution qui, on pourra en reparler si tu le veux prochainement, mais qui devrait pas mal changer les usages et l'approche justement des dossiers, de la transmission, de la conservation de toutes ces données. Parce qu'on a entendu dire beaucoup de fois, rabâcher, que la blockchain allait faire disparaître les notaires. Au final, c'est un outil que vous allez utiliser potentiellement? Ouais, c'est en 2012, j'étais notaire déjà et je sais plus, c'était Le Monde qui avait dû titrer que la blockchain Bitcoin allait remplacer les notaires. C'était les nouveaux tiers de confiance, la blockchain. Et j'avais vu ça, j'étais pas crypto-friendly ou Bitcoin-friendly à l'époque. Ça n'avait pas donné une bonne image de Bitcoin. Non. Et en fait, en découvrant, il y a quelques années plus tard, Bitcoin par la partie techno, en fait, on s'est tous dit il fallait qu'on l'utilise parce que c'était le Bitcoin est le pendant numérique du notaire, en fait. C'est le tiers de confiance, mais numérique. Et donc le notaire devait s'appuyer, comme il basculait lui aussi dans un monde tout numérique, sur la technologie numérique la plus adaptée. Oui, parce qu'en fait, Bitcoin, c'est le meilleur système d'horodatage au monde, ou en tout cas le plus sécurisé. Il n'y a rien de plus sécurisé que Bitcoin pour inscrire une donnée. Exactement. Et donc, c'est tout à fait normal que les notaires aujourd'hui vont s'appuyer sur cette technologie. Ok, très intéressant. On suivra de toute façon avec attention le développement avec plaisir. De ces solutions-là. Merci beaucoup, Gwendal. Merci, Romain. À bientôt. À bientôt.